La Seconde Guerre mondiale est un conflit très présent dans notre culture populaire, notamment grâce aux films d'Hollywood. Si depuis quelques années, la Russie tente de montrer le rôle déterminant de l'Union soviétique à travers des films russes qui oscillent entre le très bon et le très mauvais, parfois, oui, ça arrive, ce sont bel et bien les États-Unis et l'armée américaine qui nous viennent tout de suite en tête. Et quand on pense armée américaine, on pense évidemment à cet uniforme emblématique des soldats américains. On pense au film Il faut sauver le soldat Ryan, à la série Band of Brothers, au film La ligne rouge, Le jour le plus long, Un pont trop loin. Oui, là je suis allé dans des vieux classiques, mais quand même. Mais est-ce que vous avez remarqué que seuls des soldats blancs sont représentés dans ces films ? Les soldats afro-américains étaient pourtant bel et bien présents. En plus des armées de l'Axe, les soldats afro-américains ont combattu un ennemi de l'intérieur, le racisme. Les États-Unis sont en 1940 un État encore profondément raciste où la ségrégation dans le Sud est encore en place grâce aux Jim Crow Laws. L'armée américaine, reflet de la société américaine, est pendant la Seconde Guerre mondiale une institution tout aussi raciste. Pourtant, les Afro-Américains ne vont pas hésiter à s'engager par milliers, par patriotisme contre le fascisme et le nazisme, mais aussi dans l'espoir de montrer à la société américaine qu'ils sont des Américains comme les autres. Comme le dit très bien l'historien américain Stephen Ambrose, les soldats afro-américains étaient en train de combattre le plus grand raciste du monde, Adolf Hitler, dans l'armée la plus raciste du monde. Pour cet épisode d'Historia Vox, on va revenir sur une aventure très peu connue de la Seconde Guerre mondiale. On va parler des héros oubliés de la 555 Parachute Infantry Company, qu'on surnomme The Triple Nickels. La 555 est non seulement le premier bataillon de parachutistes exclusivement afro-américains, mais elle participe également à l'une des opérations les plus secrètes et importantes de la Seconde Guerre mondiale. C'est parti. Ich bin ein Berliner. Legio, Heidenna! Heidenna! Vivis! Vive la France, libre, dans l'honneur. Psha! Shenzhen! Shmuze! We shall never surrender. It's one small step for man, one giant leap for mankind. L'armée américaine souffre pendant la Seconde Guerre mondiale d'une longue tradition de racisme et pas seulement contre les Afro-Américains. Malgré la participation active des Afro-Américains dans les forces armées depuis la guerre d'indépendance jusqu'à la Première Guerre mondiale, en passant par les guerres de sécession, ils sont toujours considérés comme des soldats et citoyens inférieurs aux Blancs. Replaçons-nous dans le contexte. Les États-Unis, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, sont un pays dont le racisme, institutionnalisé et officiel, existe depuis longtemps. Malgré la guerre de sécession et l'abolition de l'esclavage, la condition des communautés afro-américaines ne s'est pas vraiment améliorée et sont sujets à des lois de ségrégation très dures dans les anciens États confédérés. Le racisme est certes présent dans le nord et l'ouest, mais pas au niveau du sud. Les Afro-Américains souffrent en plus d'énormes stéréotypes véhiculés par le nouveau grand média populaire de l'époque, le cinéma. Certains journaux, notamment des communautés afro-américaines, dénoncent dès les années 30 un paradoxe et une hypocrisie d'une Amérique qui se pose en championne des droits de l'homme et de la démocratie et l'idéologie raciste commune au nazisme et aux États du Sud. Des États qui se rapprochent le plus de l'idée nazie d'un gouvernement et d'un État d'une race supérieure et maîtresse. Malgré cet environnement hostile, l'écrasante majorité des Afro-Américains sont favorables à l'entrée en guerre des États-Unis et des milliers sont volontaires pour rejoindre l'armée. Une victoire des forces de l'Axe étant une menace encore plus grande, la communauté afro-américaine est prête à se joindre à l'effort de guerre intensif américain.
et en même temps considèrent que le conflit est une opportunité pour prouver leurs valeurs, faire valoir leur droit à l'égalité en refusant d'accepter la suprématie blanche. Pour accueillir les volontaires, le gouvernement décrète en 1940 le Selective Training and Service Act, qui théoriquement autorise tous les citoyens, quelle que soit leur race ou religion, et sans aucune discrimination, d'être volontaires dans l'armée. Mais très rapidement, l'armée, notamment dans les États du Sud, limite fortement l'arrivée des volontaires par peur de voir arriver un nombre énorme d'Afro-Américains qui fuiraient le chômage et la pauvreté. De plus, malgré cette autorisation théorique, les soldats afro-américains n'ont pas le droit de commander des soldats blancs ou être supérieurs à des officiers blancs. De facto, les soldats afro-américains n'ont quasi aucune chance de faire carrière dans l'armée. Il n'y a pas de différence entre l'uniforme d'un soldat blanc ou afro-américain. Pourtant, au début de la Seconde Guerre mondiale, seulement un soldat sur 120 est afro-américain et principalement relégué à des services de maintenance, la cuisine, de garde ou la construction de camps et routes. Des personnalités de la communauté afro-américaine luttent alors sans relâche pour non seulement intégrer pleinement les soldats afro-américains dans l'armée, mais aussi offrir les mêmes opportunités de carrière et permettre de prouver leur valeur au combat. Le président Roosevelt fait quelques efforts timides en autorisant la formation d'officiers afro-américains, mais uniquement pour des unités exclusivement composées de soldats afro-américains. Sous la pression de sa femme, la First Lady Eleanor Roosevelt, le président crée le Black Cabinet en 1933, un groupe de conseillers non officiels d'Afro-Américains pour améliorer les conditions de la communauté et créer des opportunités ouvertes grâce au New Deal. La First Lady Eleanor Roosevelt, particulièrement haïe dans les États du Sud, défend l'équité raciale et reçoit des centaines et des centaines de lettres des soldats afro-américains sur leurs terribles conditions, leur envie de défendre leur pays et prouver leur valeur au front. Certaines lettres exposent l'hypocrisie américaine qui permet aux prisonniers de guerre allemands et italiens d'acheter des cigarettes et de s'asseoir au bar avec les soldats blancs américains, là où les soldats afro-américains n'ont pas le droit de mettre le pied. Les soldats afro-américains qui viennent du Nord sont certes habitués à une forme de racisme, mais une fois stationnés dans les États du Sud, ils découvrent un racisme institutionnel qui leur enlève le statut de citoyen américain pour devenir juste des Noirs. La tension est très vive dans ces États du Sud. Par exemple, en janvier 1942, à Alexandrie en Louisiane, des policiers militaires blancs arrêtent sans raison et battent violemment un soldat afro-américain. Des compagnons de ce soldat arrivent pour le défendre et la situation explose en des émeutes raciales lorsque des civils blancs viennent en aide aux policiers militaires pour battre et lyncher les soldats afro-américains. Des exemples comme celui-ci, il y en a des dizaines dans un Sud-américain où le racisme et la ségrégation font encore la loi. On reviendra d'ailleurs dans un futur épisode sur l'histoire, les origines du racisme américain. Eleanor Roosevelt fait alors pression avec le Black Cabinet sur son mari et l'état-major pour envoyer au combat ces unités exclusivement afro-américaines méprisées. En plus de cette pression, le président Roosevelt est dans une logique électorale et promet la création d'unités de combat afro-américaines et promeut le colonel noir Benjamin O. Davis au rang de général brigadier. Ce général va tout de suite faire le tour des camps militaires pour améliorer les conditions des soldats afro-américains et promouvoir la création d'unités de combat. En 1941, les Tuskegee Airmen sont créés, une unité d'aviation exclusivement afro-américaine qui deviendra célèbre pour ses exploits. La même année, Eleanor Roosevelt visite la base de cette unité expérimentale et provoque ses détracteurs racistes en demandant à l'instructeur afro-américain Alfred Anderson de l'emmener faire un petit tour en vol. Envoyés au combat en avril 1943, les pilotes des Tuskegee Airmen accomplissent au final plus de 1500 missions sur le front en Afrique du Nord, en Méditerranée et en Europe. Si l'armée de l'air réussit son pari grâce aux Tuskegee Airmen, certains se posent la question, et pourquoi pas une unité afro-américaine de parachutistes? Lors d'une visite officielle du gouvernement de l'école de parachutistes, en avril 1943, le président Roosevelt ou sa femme Eleanor, ça dépend des sources, aurait alors demandé au commandant où sont les parachutistes afro-américains. Cette question conduira alors à la création de la 555 Parachute Infantry Division. Une des écoles de parachutistes était au fort Benning en Géorgie. Les Afro-Américains sont certes présents, mais ils ont pour rôle de garder, maintenir et patrouiller le fort.
En plus de conditions déplorables et d'une ségrégation stricte, ces soldats n'ont aucune perspective d'avenir et le moral est au plus bas. Et c'est là qu'intervient Maurice, l'officier noir responsable de cette unité, qui a une idée en observant avec attention les soldats blancs s'entraîner pour devenir parachutistes. Il organise ses hommes pour qu'ils s'entraînent également sur leur temps libre et la nuit pour refaire exactement le même entraînement intensif et la simulation de saut. Rapidement, les soldats afro-américains du fort Benning se surpassent chaque jour en ayant enfin l'impression d'être de vrais soldats. Le moral est au plus haut, Maurice réussit son pari. Suite à la question du président sur la présence des parachutistes afro-américains, le général et commandant de l'école convoque Maurice et lui transmet les ordres inattendus de l'état-major. La création d'une compagnie exclusivement afro-américaine de parachutistes, la 555 Parachute Infantry Company, dont Maurice serait le premier First Sergeant. Et tous les officiers seraient afro-américains. Les hommes de Maurice accueillent la nouvelle avec beaucoup d'enthousiasme, comme si leurs efforts acharnés ont enfin payé et que les choses sont en train de changer. L'entraînement et les choses sérieuses commencent en janvier 1944. En plus des soldats entraînés par Maurice, la 555 reçoit des renforts importants des soldats de la 92 Infantry Division, un régiment afro-américain avec des officiers blancs qui a une longue tradition et des services de combat. On les appelle alors les Buffalo Soldiers, un surnom hérité pendant la guerre de sécession et les guerres indiennes, lorsque ces Afro-Américains ont combattu les Amérindiens Cheyennes. Impressionnés par leur bravoure et compétences de guerriers, les Cheyennes les surnomment alors Buffalo Soldiers en référence à leurs cheveux et à l'animal du bison qu'ils respectent énormément. Les soldats ont alors accepté ce surnom et sont devenus les Buffalo Soldiers. Quand ils arrivent au fort Benning et sont transférés dans la 555 pour devenir parachutistes, ils emmènent avec eux ce surnom, cette tradition et cette histoire. La 555 est aussi rapidement surnommée The Triple Nickels, en référence à sa désignation numérique 555 Airborne Infantry Company. Mais la discrimination est toujours là, et une ségrégation claire et nette entre les paranoirs et blancs. La 555 est séparée des unités blanches sous la pression de la hiérarchie, mais surtout de la population locale. Les soldats afro-américains du fort, qu'on continue d'appeler Negroes, sont interdits d'aller au cinéma et sont logés dans des tentes dégradées. Dans une logique d'une potentielle guerre des races qui hante certains blancs américains, l'US Army ne fait pas 100% confiance en ces nouveaux parachutistes et donne des fusils vides et retire toute munition à la 555. Pour justifier cela, certains hauts officiers blancs avancent l'idée raciste et complètement absurde que les soldats afro-américains sont trop bêtes et risquent de se blesser inutilement en se tirant dans le pied. Heureusement, tous les soldats blancs ne sont pas de cet avis. Des instructeurs blancs se portent volontaires pour former la 555. L'un des premiers officiers noirs de la 555, Biggs, raconte comment ces instructeurs et officiers blancs les respectent en tant que soldats et ne se préoccupent pas de la couleur de peau. Les officiers afro-américains partagent des moments de franche camaraderie avec ces officiers instructeurs blancs qui viennent souvent du Nord et sont d'origine irlandaise, italienne ou juive, en allant au cinéma ou en déjeunant ensemble. Une camaraderie qui hérite la hiérarchie et encore plus la population locale. Déterminés, les Triple Nickels s'entraînent sans relâche pour devenir une unité d'élite. Face au racisme ambiant, ils doivent alors laisser aucune raison à la hiérarchie pour douter de leurs capacités, en démontrant qu'ils sont aussi braves et compétents que les parachutistes blancs. Lors du test final, la 555 impressionne tellement un général que l'état-major ordonne un mois plus tard d'augmenter les capacités de la 555 en les passant d'une compagnie à un bataillon. Le 18 février 1944, 16 soldats entrent dans l'histoire en devenant les tout premiers officiers para-afro-américains. Malgré leur statut désormais officiel et diplômés, ils n'ont toujours pas accès au club des officiers réservé aux Blancs et décident d'en créer un à part. En plus de l'entraînement de parachutisme, la 555 reçoit un entraînement au combat intensif, l'Advanced Tactical Division, pour apprendre des techniques de survie, des arts martiaux et maîtriser des tactiques de combat, afin de devenir de véritables forces spéciales pour l'époque et dans l'optique d'être bientôt envoyés au front en Europe. En novembre 1944, les Triple Nickels, forts de 165 hommes et 11 officiers, sont transférés au camp McCall en Caroline du Nord et vont rapidement atteindre le nombre de 400 hommes au fil des semaines. En décembre 1944, le bataillon est plus que prêt pour le combat après une série d'entraînements et de formations d'élite très poussées. Quasiment au même moment, les Allemands lancent une grande offensive en Europe de l'Ouest. C'est la contre-attaque
des Ardennes. Après une longue campagne, depuis le débarquement en juin 1944, les Alliés s'essoufflent et ont un besoin important de renforts pour faire face à cette contre-attaque. Le 7 décembre 1941, l'Empire du Japon attaque par surprise la base navale américaine de Pearl Harbor à Hawaï. Les États-Unis entrent enfin en guerre du côté des Alliés contre les forces de l'Axe. L'attaque de Pearl Harbor, moins efficace que prévu d'un point de vue stratégique pour le Japon, mais meurtrière avec presque 2500 morts américains, marque un tournant majeur dans la Seconde Guerre mondiale. Mais contrairement à la croyance populaire, Pearl Harbor est loin d'être la dernière attaque japonaise sur le sol américain. Le 3 novembre 1944, date symbole puisque anniversaire de l'empereur Meiji, l'état-major japonais lance une opération de bombardement contre la côte ouest des États-Unis. Mais comment ? En pleine retraite stratégique face à la poussée des Alliés dans le Pacifique, surtout depuis la défaite de Midway, les Japonais savent qu'il est quasi impossible d'atteindre les États-Unis avec des bombardiers. Une alternative et solutions sont trouvées. Ce sont les Fusen Bakudan, des ballons antipersonnels bombardiers et incendiaires. Ces ballons, sans pilote et autonomes, sont alors programmés pour parcourir plus de 12 000 km afin de traverser via le jet stream l'océan Pacifique à 6 à 12 km d'altitude et venir exploser sur la côte ouest des États-Unis. L'Empire du Japon produit rapidement des milliers de ballons en mettant au travail les femmes japonaises, et notamment les écolières. Dans une logique de guerre totale, même les enfants participent à l'effort de guerre. Les ballons sont fabriqués à partir d'un tissu solide appelé washi, fait à partir de l'écorce de mûrier. L'objectif pour les Japonais est simple, ralentir les Américains en portant un coup au moral, en frappant directement le sol des États-Unis et en même temps booster le moral des Japonais. Au total, ce sont plus de 9000 ballons qui sont fabriqués et envoyés. Fin novembre 1944, les premiers ballons sont repérés par l'US Navy et les gardes-côtes qui préviennent immédiatement l'état-major et le FBI. L'état-major japonais attend impatiemment les résultats, mais les Américains ne laissent rien filtrer, aucune information, en gardant tout confidentiel et laissant croire aux Japonais que leur plan a échoué. La presse américaine joue le jeu, et à part quelques petits articles dans les journaux locaux, aucune nouvelle des ballons n'arrive au Japon. La machine de propagande nippone clame évidemment le contraire en disant à qui veut bien l'entendre que les États-Unis sont en proie aux flammes. Malgré le silence, les ballons incendiaires japonais font peur. En début d'année 1945, ils auraient pu faire des dégâts extrêmement importants au programme atomique américain. Un des ballons s'est posé sur une ligne principale électrique d'une usine atomique. Sauf que ce n'est pas n'importe quelle usine atomique, mais la même usine qui est en train de produire la future bombe qui sera lâchée sur Nagasaki. Heureusement, pour les Américains, le ballon n'a pas explosé. Le 18 janvier 1945, le laboratoire de la recherche de l'US Navy alerte le gouvernement et l'état-major. Les ballons sont non seulement une menace sérieuse, pouvant causer d'importants dégâts, notamment des feux de forêt et de la panique parmi les civils, mais ils arrivent par milliers. Tout comme Pearl Harbor, les ballons japonais rappellent alors aux États-Unis qu'ils ne sont pas à l'abri d'attaques et que la guerre peut aussi directement toucher les Américains sur leur sol. Le 5 mai 1945, à Bly, dans l'état de l'Oregon, un jeune pasteur et sa femme emmènent les jeunes de l'église pour pêcher à Leonard Creek. Sur le chemin, la femme du pasteur tombe en premier sur un des ballons échoués au sol. Curieuse, elle touche le ballon, qui explose instantanément en tuant tout le petit groupe. Le shérif et l'armée sont dépêchés sur place et trouvent d'autres ballons sur les arbres qui n'ont pas encore explosé. Pour ne pas créer de panique, les familles de victimes promettent de garder le secret. Ce jeune pasteur, sa femme et ses enfants de l'église sont alors les rares victimes d'une attaque ennemie sur le sol continental américain pendant la Seconde Guerre mondiale, mis à part évidemment Pearl Harbor. Face à l'arrivée des ballons, les gardes forestiers demandent le renfort de l'armée pour éteindre les feux dans les régions reculées, dangereuses et très difficiles d'accès. Quand l'état-major américain prend enfin la mesure de cette nouvelle menace, il envoie d'abord des avions pour abattre les ballons en plein vol, puis s'il déploie le bataillon des Triple Nickels pour une opération dangereuse et secrète afin de ne pas créer de panique et miner le moral des Américains. C'est l'opération Firefly. La 555 est envoyée en mission secrète sur la côte ouest à Pendleton, en Oregon, et à Chico, en Californie. Les hommes pensent alors qu'ils vont être envoyés se battre sur le front du Pacifique contre les Japonais. Ils sont alors très loin de s'imaginer qu'ils vont devenir les tout premiers pompiers parachutistes de l'armée américaine. Ceux qu'on appelle alors en anglais « smoke jumpers »
sont des pompiers forestiers parachutés directement au milieu des feux de forêt. C'est un métier assez nouveau. Les premiers smoke jumpers sont formés en 1939, mais c'est surtout un métier particulièrement dangereux, presque tout aussi dangereux que celui des soldats parachutistes. Bien que les hommes de la 555 risquent leur vie et se battent pour les habitants des régions menacées, ils restent toujours rejetés par une partie de la population locale et manquent de reconnaissance de la part de la hiérarchie des forts qui les accueillent. Dans la ville de Pendleton, où une partie du bataillon est stationnée, ils ne sont pas, par exemple, autorisés à manger dans les restaurants de la ville ou à dormir dans les hôtels pour se reposer. Les hommes de la 555 sont certes formés pour être d'excellents parachutistes, mais pour devenir en plus des smoke jumpers et des diffuseurs de bombes en un temps record, ils suivent un entraînement supplémentaire et très difficile. Les gardes forestiers et les smoke jumpers civils entraînent alors avec enthousiasme et respect les parachutistes de la 555. Ils troquent les fusils et les grenades pour un parachute spécial, des pelles, des haches, des rations et des cordes. Les feux de forêt immenses demandent parfois des jours pour être éteints et plus de 100 parachutistes au même endroit. Pour cette raison, les smoke jumpers ne peuvent pas embarquer de l'eau pour éteindre les flammes, mais uniquement pour boire et doivent utiliser d'autres techniques pour arrêter les feux. Entre l'équipement lourd, le terrain difficile, la fumée suffocante et les flammes brûlantes, le saut est périlleux. Et la 555 n'est pas au bout de ses peines. La nature, sauvage et hostile, n'offre aucun répit, avec des animaux paniqués par les flammes, des attaques d'ours affamés et la présence de serpents pas très commodes. Après 4-5 jours, les smoke jumpers de la 555 sont remplacés par les pompiers qui arrivent par voie terrestre. Tous les feux n'étaient pas causés par les ballons japonais, mais au final, plus de 1000 ballons auraient atteint les États-Unis, et seulement 312 sont retrouvés ou abattus par l'armée américaine. Vous l'avez bien compris, il reste encore aujourd'hui des dizaines de ballons potentiellement dangereux dans la nature aux États-Unis. Jusqu'en octobre 1945, soit 3 mois après la fin de la guerre, la 555 avait participé à plus de 36 missions, avec au total 1200 sauts individuels. Transféré au fort Bragg en Caroline du Nord, le bataillon souffre de nouveau d'un mauvais traitement. Cela arrive aux oreilles du général James Morris Gavin, l'un des plus grands héros de la Seconde Guerre mondiale. Il est notamment le plus jeune général américain durant le conflit, l'un des créateurs des troupes aéroportées et le commandant de la 92 division aéroportée américaine, une des divisions les plus décorées et devenue célèbre avec la série de HBO Band of Brothers. Oui, rien que ça. Pour le général Gavin, la couleur de peau n'a aucune importance et la ségrégation n'a pas lieu d'être dans une institution comme l'armée. Il ordonne l'intégration de la 555 à la prestigieuse 92 division aéroportée. Conscient que beaucoup s'opposeraient à son idée, il prend l'initiative et s'envole direction Washington pour rencontrer le lieutenant-général John Hull, l'un des plus hauts commandants de l'armée américaine. Lors de la grande Victory Parade, le 12 janvier 1946, les smoke jumpers de la 555 paradent fièrement au sein de la 92 division aéroportée et arborent les mêmes médailles que leurs compagnons qui se sont battus en Europe. Pour les Afro-Américains présents dans le public, qui hurlent leurs félicitations et fierté au Triple Nickels, il s'agit d'un moment incroyable, émouvant et historique. Grâce aux efforts de la 555 et à des personnes comme le général Gavin, le racisme est enfin combattu de face dans l'armée. En 1947, la 555 est définitivement transférée dans le 3e bataillon de la 505 Parachute Infantry Regiment de la 92 division aéroportée sous le haut commandement du général Gavin. Une fois intégré, Gavin confie des postes clés à des officiers afro-américains et répartit plusieurs de ses membres à travers les différentes unités de la 92 division aéroportée, faisant d'elle la première division de l'armée pleinement intégrée et sans aucune discrimination. L'histoire lui donna raison, puisque aucun incident raciste ou révolte des parachutistes blancs américains n'est à déplorer, bien au contraire. Les hommes de la 555 avaient prouvé leur valeur et risqué leur vie, et c'est donc sans aucun problème que tous les hommes de la 82 division aéroportée accueillent leurs nouveaux frères d'armes. En participant à l'effort de guerre et en servant dans l'armée avec brio, les hommes de la 555 ont plus que jamais participé à la campagne du W, des Afro-Américains, Victory at Home and Victory Abroad. La Seconde Guerre mondiale a semé les premiers germes des futurs mouvements afro-américains des droits civiques. La 555 s'est battue vaillamment contre la menace posée par les Japonais et pour la reconnaissance des Afro-Américains par le reste de la nation américaine. Malgré le racisme,
la ségrégation et les préjudices, ces hommes étaient volontaires pour défendre leur pays. Pourquoi les Triple Nickels ont risqué tellement pour un pays qui les méprisait ? Je vais vous lire la réponse du lieutenant Biggs de la 555. J'ai réalisé soudainement la raison pour laquelle j'étais ici. Pourquoi un homme noir risquerait-il sa vie pour aider son pays ? La réponse est simple. C'est mon pays. C'est mon devoir, quel que soit le climat social, quelles que soient ses fautes. C'est mon pays, le pays de mes enfants et de leurs enfants. C'est mon rôle et à tous les gens de toutes les races et toutes les cultures de combattre la haine et les racistes en faisant de ce monde un meilleur endroit pour vivre. Voilà, c'est tout pour cet épisode qui, je l'espère, vous a plu. Comme d'habitude, un petit point bibliographie pour ceux que ça intéresse. Concernant les troupes afro-américaines en général, je vous conseille l'encyclopédie African Americans at War, ainsi que Let Us Fight as Free Men, qui traite également de la ségrégation dans l'armée américaine. Pour une vue d'ensemble des différentes divisions ou bataillons afro-américains pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment, le livre African American Troops in World War II de Alexander Biakowski, j'espère que je l'ai bien prononcé, est très intéressant. Et pour finir, et concernant la 555, The Triple Nickels, le livre autobiographique du lieutenant Biggs, qui s'appelle The Triple Nickels, tout simplement, ainsi que le livre Courage Has No Color de Tanya Lee Stone, qui est juste indispensable sur le sujet. Vous pouvez retrouver toute la bibliographie en description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de me suivre sur les réseaux sociaux, et n'hésitez pas à commenter ou partager la vidéo, cela aidera beaucoup HistoriaVox à grandir. Encore un grand merci, rendez-vous très bientôt pour le deuxième épisode sur l'histoire du Brésil. He tells me fight for my country, give my life, just do it with my kind. He'll call me when he needs me, yes, sometime soon. Lord, has he lost his mind? Well, I'm red, white, and blue. It's my country too. I was ready to go before now. Why can't he see what he's saying to me? We could win this war somehow. I'm no different than you. I love my mama too. She asked me to understand. Sometimes I do, sometimes I don't, and I'm confused with the law of the land. Well, I'm red, white, and blue. I want my freedom too, but my brother needs me now. Why can't he see what he's doing to me? Together we could win right now. Together we could win right now. We could win this war.